Je vais d'abord remercier l'École d'architecture pour son invitation et les mots assez généreux qui ont été prononcés à mon sujet. Mon intervention aujourd'hui s'appelle Éthique et architecture. Et je commence par discuter un tout petit peu le concept d'éthique, parce que c'est un des concepts le plus maltraité dans l'histoire de la pensée. Ça commence très tôt dans la Grèce ancienne, et déjà là, ça commence mal parce que ça commençait pour dire que la vertu et la vérité, etc., c'était quelque chose de noble. Mais à ce moment-là, noble n'avait pas le sens d'un adjectif générique, il parlait de la noblesse elle-même. L'éthique, c'était la manifestation de la noblesse, des titres de duc, comte, etc., etc., etc. Avec le temps, cette connotation un peu bizarre va être corrigée, et déjà avec Socrate et Platon, l'éthique acquiert une dimension beaucoup plus ouverte et beaucoup plus rationaliste. Socrate écrit et met de règles de l'éthique. Platon, beaucoup plus encore idéaliste, dit que l'éthique, ça appartient au monde des idées, tout le monde connaît les idées de Platon, etc., etc. Mais quand arrive Aristote, il va modifier ces sens très abstraits de l'éthique qu'il avait jusqu'alors, et il va dire l'éthique, le fondement de l'éthique, ce sont les usages et les coutumes de la cité, des gens, qui, d'une certaine manière, vont constituer les cadres de référence du comportement humain. Et donc, il relativise énormément la notion d'éthique et la met sur terre. C'est nos usages, nos coutumes dans la ville qui donnent origine à l'éthique, et pas du tout les idées, etc., etc. Après Aristote, ça reste un peu comme ça dans certaines périodes, mais quand à Rome, il y a la fondation des empires, les grandes villes, etc., et que la notion même des cités disparaît, les citoyens romains se perdaient un peu dans la masse, l'éthique abandonne cet atterrissage d'Aristote et revient aux idées très nobles, très éthérées, très abstraites, etc., etc. Et l'éthique va rester pendant quelques siècles dans ces niveaux-là, jusqu'à pratiquement Kant. C'est le dernier qui écrit sur la morale de la critique de la raison pratique. Et là encore, c'est des grands principes, des principes qui seraient très bien de se rappeler de temps en temps, pratiquement surtout aujourd'hui. C'est deux ou trois phrases de Kant, de mémoire, c'est pas exactement ça, mais c'est à peu près ça. Ne faites jamais aux autres ce que vous voulez que l'autre te fasse, c'est la première. Deuxièmement, agis toujours comme si ton action pouvait devenir une règle, un exemple. Et la dernière, celle que je préfère, n'utilise jamais les hommes comme moyens, mais toujours comme fin, comme finalité, etc. C'est pratiquement l'inverse de notre société qui est décrite comme d'une manière idéale par Kant. Tout de suite après Kant, il y a Hegel qui va remettre l'éthique en des termes proches de celui d'Aristote. Pour Hegel, l'éthique, c'est les coutumes du pays, de la civilisation, des civilisations, qui doivent donc être pensées, perfectionnées, mais l'éthique redevient quelque chose de la terre, c'est plus du tout quelque chose d'abstrait, de conseils moraux, etc. Je ne m'arrête pas là dans cette suite, parce que là, nous avons déjà les deux sens du mot éthique qui sont, à mon avis, antinomiques. D'un côté, c'est la grande abstraction, la grande règle générale de comportement, avec Socrate, Platon, Kant, mais de l'autre côté, l'éthique, c'est nos usages, nos coutumes, nos habitudes qui, de certaine manière, sont décrits et qui nous marquent tous à l'intérieur d'une certaine civilisation. Et quand on regarde un peu l'éthique dans ce sens-là, il commence à être très bizarre et très étrange parce que
de quelles coutumes, de quelles habitudes, de quelles normes sociales dans la ville on fait référence et qu'on recueille et qu'on réunit en disant ça c'est l'éthique et autre chose n'est pas éthique. C'est là que je vois une certaine actualité dans ce que je vais essayer de dire, parce que nous vivons aujourd'hui, quelques jours en France, où la question exactement de l'éthique, d'où elle vient, qui parle au nom de l'éthique et de quelle éthique on est en train d'étudier, de parler, etc., etc. Et mon exercice préféré depuis toujours, c'est de regarder les choses de bas en haut, à l'inverse du regard habituel, qui regarde du haut en bas. Et je crois qu'il y a pas mal de choses dans notre chère architecture qu'il fallait revoir, comment on se place dans l'angle de vision de ceux qui la subissent, et en premier, de ceux qui souffrent de l'architecture immédiatement, c'est les gens du chantier. Nous sommes habitués, et ça nous paraît naturel, ça nous paraît éthique. La division du travail, d'un côté, il y a des architectes qui font un plan, avec de très bonnes intentions, etc., etc. De l'autre côté, il y a des ouvriers qui l'exécutent, avec plus ou moins de compétences, avec plus ou moins de savoir-faire et de savoir. Cette division, cependant, quand on la regarde d'en bas, elle peut être assez problématique. Tixier a fait référence là à mon expérience à Brasilia. En deuxième année de l'école d'archi à Brasilia, oui, je vois un peu d'eau. J'avais déjà pas mal de projets à Brasilia, deuxième année de l'école. J'avais 20 ans ou 19 ans, je ne me rappelle plus. Et des bâtiments assez grands, je n'ai jamais eu autant de travail. Et j'étais étudiant de deuxième année, j'écoutais des discours merveilleux de maîtres vraiment admirables. C'est malheureusement pas connu en dehors du Brésil, mais c'est un maître d'une qualité, d'une valeur personnelle extraordinaire, ça s'appelle Vilanova Artigas. C'est lui qui m'a formé, qui m'a inculqué des idées. Il était de parti communiste, il était de gauche, etc., etc. Et il faisait des discours vraiment très très beaux sur l'archi, la générosité de l'archi, la fonction sociale de l'architecte, chose qui, chez nous, avait une très grande importance. Au Brésil, il y avait deux types d'écoles. Il y avait l'école publique d'architecture, il y avait l'école privée d'architecture. Et nous, on considérait, c'était l'enseignement d'Artigas, le premier, l'enseignement dans une école publique, payé par les contribuables, payé par tout le monde, doit être formé nécessairement des architectes qui vont écouter, se tourner vers la société, et surtout là où la présence de l'architecte sera la plus nécessaire. Pas du tout la plus bien payée, pas du tout la plus spectaculaire, mais là où vraiment l'intervention des architectes devrait correspondre aux nécessités sociales, aux nécessités de base. Nous étions tous formés avec cette optique. Moi, je ne suis pas exceptionnel quand on regarde mes collègues d'études au Brésil, parce que tous, on était formés dans ces moules, dans cette manière de penser. Notre architecture doit nécessairement servir la population, et surtout les plus carentes, qui ont de plus besoins, plus urgents, etc., etc., etc. Avec cette idée, ce discours beau sur l'archi, la mission civilisatrice, humaine, poétique de l'architecture, quand on arrivait à Brasilia, on voyait une réalité du chantier absolument horrible. C'était de chantiers concentration, des chantiers encerclés par les forces de l'ordre, d'une situation alimentaire et d'hygiène absolument terrible. Et ça ne marchait pas. Ces deux choses ne marchaient pas ensemble, des gros discours et la réalité de chantier. Ce chantier devrait se tourner vers des gens les plus carottes, qui avaient le plus besoin. Ceux qui avaient le plus besoin, c'était exactement nos ouvriers du chantier. Salaire de merde, de nourriture horrible, de temps de travail gigantesque parce qu'il fallait inaugurer très vite, etc. J'ai trouvé ça dantesque, horrible, et malheur de l'histoire. Aujourd'hui, dans Dubaï, dans Abu Dhabi, etc., nous voyons encore des chantiers pires que ceux de Brasilia
il y a 50, 60 ans. Donc les choses ne s'améliorent pas du tout, l'exploitation n'est que grandissante. Et il y a des architectes qui travaillent là-dedans, mais je sais que quelques-uns ont essayé de faire transformer un peu ce qui se passe sur le chantier, ils n'ont pas réussi du tout. C'est vraiment des situations d'esclaves, d'exploitation terribles. Alors, cette séparation, ce discours que nous avons très beau, est-il éthique ou alors quelle est l'éthique de ces travailleurs pakistanais, de ces pays, de ces travailleurs encerclés, emprisonnés dans Abu Dhabi, etc., dans ces pays lointains. Pire, c'est que ces chantiers extrêmes révèlent une réalité de la production architecturale qui est générale. Nos chantiers ici ne sont pas si terribles que celui d'Abu Dhabi, évidemment, mais il ne faut pas oublier, ici ce sont des chantiers où derrière il y a 200 ans de lutte sociale, de conquête sociale, qui petit à petit sont rognés et détruites aujourd'hui. Mais c'est pour cela que ici les drames sont un peu inférieurs. Mais quand même, la souffrance est énorme. La production de l'architecture est faite sur une manière de produire très spécifique, ni en artisanat, ni en industrie, il s'agit d'une manufacture. Ça veut dire que l'essence, la majorité du travail pour faire l'architecture, c'est du travail humain, de la main de l'homme, etc., etc. Et dans la manufacture, il y avait, aujourd'hui ça se transforme un tout petit peu, il y avait jusqu'au début du XXe siècle une spécificité très marquée et très remarquable. C'est que personne qui dessinait, personne qui projetait savait bâtir. Ceux qui construisaient, c'était les responsables de bâtir, de construire, et que cela se tienne effectivement. Les savoir-faire et les savoirs constructifs étaient entièrement dans la main de travailleurs. Ça s'appelle la subordination seulement formelle, parce que les savoir-faire et le savoir est encore le savoir traditionnel, mais qui est, d'une certaine manière, mis à la disposition du patron. C'est la grande équation fausse du système, parce que théoriquement, quand le patron achète la force du travail, il l'achète par le prix effectif. Ça veut dire pour les coûts de production du travailleur. Combien il mange, où il habite, ses enfants, etc. Il a besoin de X euros par mois. Ça, c'est le salaire, c'est les prix du travailleur. Sauf que ce travailleur, il a une vertu magique, c'est qu'il produit de la valeur. C'est que lui qui produit de la valeur. C'est que le travail humain qui produit de la richesse, rien d'autre. Et toute la richesse étant créée par cette main-d'œuvre, ces travailleurs, ils sont créent la richesse sociale entière, de la base de la richesse sociale, mais eux-mêmes sont des exclus. À Brasilia, tous les producteurs de la ville devraient habiter 50 km plus loin. Niemeyer, d'une attitude très belle, mais très utopique, a dit: je ne ferai pas de maison pour les riches et pour les pauvres, il y aura des maisons selon les besoins humains, pour une famille qui a besoin de 3 chambres, 4 chambres, etc. Peu importe si c'est les riches ou pauvres, je fais la même pour les riches et pour les pauvres. Résultat, la ville de Brasilia, jusqu'aujourd'hui, est habitée par des hauts fonctionnaires de haut niveau, etc., qui gagnent bien leur vie. Et tous les travailleurs, les petits fonctionnaires et petites classes moyennes, habitent en dehors, quelques kilomètres de la ville, et ça jusqu'aujourd'hui. Dommage, c'était une bonne intention d'Oscar, mais nulle part dans ces systèmes, ceux qui produisent peuvent consommer ce qu'ils produisent. Cette situation touche quelque chose d'assez fondamental. Imaginez ces hommes, ces travailleurs du bâtiment qui savent bâtir, seulement eux savaient, jusqu'au début du XXe siècle, bâtir. C'est eux qui savent la structure d'une manière empirique, d'une manière plus géométrique et mathématique, mais eux, ils savent, ils décident et ils construisent. Mais en même temps, ils sont obligés de suivre l'ordre de quelqu'un d'autre. Ils savent tout, mais ils ne peuvent pas exercer ce savoir avec liberté. Au contraire, ils doivent se plier à un autre dessein, à une autre volonté.
si on examine l'histoire de l'architecture, là je vais résumer pratiquement 1000 ans en 15 minutes, mais seulement vous donner un schéma. Jusqu'au début du XIe siècle, du XIIe siècle, les bâtiments, les grands bâtiments étaient produits dans le système qui s'appelle la coopération simple. Ça veut dire un groupe de travailleurs qui se réunit comme dans un cirque et tout le monde fait toutes choses. Il n'y a pas de grande spécialité. Tout le monde est capable de faire ceci ou cela et construire librement. On peut commencer la première image. Voilà. Là, c'est assez difficile de trouver des bons exemples de cette période. Mais ce que vous voyez ici, par exemple, c'est une sculpture du roman, du période roman. Et les travailleurs à cette époque faisaient le mur, et montaient le mur, etc. Vous pouvez passer l'autre. Et quand il s'agissait de faire les sculptures, c'était le même. Il y avait un qui était plus doué que l'autre, etc. C'est pas tout le monde n'est pas pareil, mais il n'y avait pas de séparation entre le maçon et le sculpteur. Mais c'est le moment. Là, tu fais un mur, mais là, surtout dans les chapiteaux, pour passer un autre, surtout dans les chapiteaux, la grande savoir-faire de travailleurs se manifestait d'une manière ou d'une autre. Il n'y avait pas la séparation. L'artiste et l'artisan, l'artiste, ils avaient tous le même nom, leurs métiers s'appelaient tous les métiers, les ars, A-R-S, en latin, c'était tous des métiers du même niveau, égaux, qui partaient pour la construction. Il faut qu'on aille vite. Ça, pour vous montrer un peu, c'est un palais romain, d'accord. Comme ces palais sont faits au fur et à mesure. On commence à construire, on monte, on fait une fenêtre où il faut, il fait une tour où il faut, etc. etc. Jusqu'à cette période, il n'y avait pratiquement pas de dessin. Toute la construction était parlée, dite. Et les gens se réunissaient, décidaient, bon, ici, il faut faire ça. Et par la parole, on transmettait des instructions, des commentaires. Et comme c'était la parole et qu'on construisait au fur et à mesure, on pouvait changer tous les temps. Il n'y avait pas un projet définitif qu'on devait atteindre et copier dès le départ, mais la chose venait petit à petit, était créée petit à petit, avec un savoir absolument extraordinaire. Passer une autre. Là, l'exemple typique de ces chapiteaux, ici, que vous voyez à droite, c'est fait par ces côtés un peu art populaire qu'il y a dans ces chapiteaux. C'est vraiment parce que le type, il venait de faire un mur, et tout d'un coup, il prenait son même burin et il sculptait ces petits êtres magnifiques, merveilleux qui sont là. Il n'y a pas deux chapiteaux égaux, l'un à l'autre. Dans chaque chapiteau, c'est le moment de faire les sculptures. Ils créaient ce qu'ils voulaient. Ce qui fait que, comme malgré toutes les légendes sur la foi de ces bâtisseurs, dans certains chapiteaux là-haut, peu visibles, etc., il y a des choses à faire voir aux enfants. Il y a de pornographie, de tout comme ça, là-haut, dans les combles, bien cachés. Tout cela pour dire que ça, c'est un peu la coopération simple. Il n'y a pas une division nette du travail. Vous pouvez passer là. On arrive à une des plus belles cathédrales au monde, la cathédrale de Strasbourg. Là, la situation est déjà assez différente. Pendant la deuxième période du gothique, à partir du XIIIe siècle jusqu'au XIVe, XVe, ça dépend des situations des endroits, c'est les grandes périodes de l'architecture gothique. Mais remarquez bien, comme ici, malgré cette espèce d'excès du dessin, il y a une ordre très précise et des lignes et des encadrements qui sont d'un type nouveau. C'est difficile à voir ici, mais vous voyez dans le portail, sur le portail, il y a de petites niches où, à l'intérieur, seront placées de petites statues. L'architecte et les maçons, à ce moment-là, font l'architecture jusqu'aux niches. Mais l'intérieur d'une niche commence à devenir un espace réservé pour un nouveau métier, c'est celui de sculpteur.
d'une division de travail. Les maçons ne sculptent plus du tout les images. Il y a encore de travailleurs qui se séparent des autres, s'y spécialisent. Commencent à apparaître les grandes écoles d'architecture, des sculptures, et l'architecture s'arrête dans l'encadrement, dans la niche qui est préparée, en disant, ici, à l'intérieur de la niche, commence un autre espace. Là, les maçons ne rentrent pas. Arrive un autre monsieur qui s'appelle sculpteur, qui, parce qu'il a un savoir-faire et une délicatesse, et il discute avec le prêtre de l'iconographie, etc., commence à monter petit à petit dans la société. Il commence à gagner un peu plus d'argent. Jusque-là, ils mangeaient dans la cuisine, tous mangeaient dans la cuisine. Là, petit à petit, quelques sculpteurs ou quelques peintres commencent à monter, ils vont manger, parfois, dans la table du grand maître. Ils commencent à lire, à bouquiner, parce qu'il fallait être instruit pour gagner de l'argent, et commence toute une période où cette unité du travail commence à disparaître. Et surtout, apparaît un monsieur qui nous intéresse le plus, c'est quelqu'un qui, jusqu'alors, habitait dans le chantier. Il y avait un grand compas d'un mètre, 1,5 mètres, parce qu'il dessinait dans l'œuvre, dans le chantier, par terre, à l'échelle 1 par 1, ce qu'il fallait faire tout de suite. Tout d'un coup, ces messieurs, ils sortent du chantier, de la loge qu'il y avait dans le chantier. Ils passent à dessiner dans d'autres espaces, loin du chantier. Son compas se réduit. Il n'est plus le compas qui trace, le compas qui voit Dieu tracer les mondes, mais c'est le compas du détail. Il commence alors à faire... Passe l'autre image, s'il te plaît. Là c'est Manet, la cathédrale du roi. Voilà, l'architecture commence à devenir quelque chose d'extrêmement dessiné. Et on commence le petit compas commence à faire de broderies difficiles à construire. Regardez ici en bas, il a de petites colonnettes, longues, fines, étroites comme ça. Ça ne se tient pas, ça se casse, ça tombe par terre. Alors il faut derrière une série d'attaches de fer qui lie cette pierre mince et étirée, et elle, dans tous les hivers, comme c'est très mince et il y a un petit truc de métal derrière qui la tienne, ça pète. Vous savez sûrement que la cathédrale de Strasbourg est en chantier jusqu'aujourd'hui. Les chantiers de la cathédrale de Strasbourg ne s'est jamais arrêté. Et là, il continue tous les hivers, surtout après les hivers, à corriger ces colonnettes, à corriger ceci, à corriger cela. C'est un dessin d'architecture qui, ne respectant plus les matériaux, parce que ce monsieur qui s'est écarté du chantier, petit à petit, il oublie les côtés techniques, le côté du fer. Et l'architecture commence à faire des formes étranges, trop linéaires. La pierre ne peut pas faire ça, etc. etc. J'ai un de mes fierté, c'est que pendant un moment, j'ai contribué pour la construction de la cathédrale de Strasbourg. Je cotisais tous les mois pour ne pas la laisser tomber. Et à côté de la cathédrale, il y a encore le siège du chantier qui est là. C'est le même depuis le XIIe siècle qui est là, corrigeant cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Sinon, ces messieurs qui s'écartent du chantier commencent petit à petit à oublier les techniques, oublier comment on fait, oublier les problèmes avec les matériaux, etc. Et là, il faut remarquer, c'est encore une période gothique. La séparation est trop récente et donc les contacts n'est pas complètement coupés, mais une distance déjà énorme. Là, il y a un fameux livre de prêche, de prêtre, et un monsieur de l'église, donnant l'exemple, dit « Ces messieurs qui arrivent dans le chantier avec du gant blanc ne touchent plus la matière, ils ne font que dessiner, concevoir, etc. en disant que c'était difficile de considérer ces gens-là comme des gens du bâtiment. Pas tellement, ils s'étaient écartés de cela. Les géants, les monstres, les plus grands de tous. Michel-Ange Buonarroti dans la sacristie de Saint-Laurent, c'est ce que vous voyez là. Michel-Ange, c'est l'un des cas les plus intéressants parce qu'il était architecte, sculpteur, peintre et le meilleur poète de son temps aussi. Ça, c'est moins connu, mais un excellent peintre. Et là, vous voyez, c'est lui qui a fait l'archi, c'est lui qui a fait la sculpture.
passe, il y a une autre qui est plus parlante, qu'on voit de dessus, une autre image. Celle-ci, celle-ci là, à gauche, celle-là, voilà. Vous voyez là Michel-Ange sculpteur et Michel-Ange l'architecte réunis. Regardez les sculptures, c'est une sculpture cristalline avec des arêtes nettes, lisses, il n'y a pas de marque de burin, c'est un miroir. Vasari était émerveilleux du lisse de cette chapelle, parce qu'il disait c'est un specchio, un miroir, etc. Mais regardez les sculptures que Michel-Ange fait lui-même. C'est le même marbre, c'est les mêmes outils, c'est le même homme. Mais ici, dans les sculptures qu'il faisait lui, regardez la quantité après du pied de la nuit ici, du manteau qui couvre la cuisse de la nuit, et d'autres détails. Il laisse la marque de son travail, il laisse la marque du burin. C'est du non finito, non fiolé jusqu'au bout. De ces ouvriers, Michel-Ange exigeait qu'ils disparaissent de la perfection de l'exécution de la chose. Lui-même, non, c'est l'inverse. Il voulait montrer son savoir-faire, son geste productif. Il y a une histoire merveilleuse. Il a fait une de ses premières sculptures, c'est la Vierge du Vatican, lisse, parfaite, etc. etc. Et elle était tellement parfaite, il n'y avait tellement pas de traces du fer que personne ne savait que c'était là lui. Il croyait que c'était encore une sculpture ancienne qui était découverte, etc. etc. Lui, dans toute sa modestie, il a profité de la Vierge en bandeau ici, dans la poitrine, et il a écrit Michel-Ange Buonarroti faceb. Michel-Ange Buonarroti fazia. Faceb est un jeu des artistes assez marrant, parce qu'ils disent toujours il fazia, il n'a pas fini. Il n'a pas fait, il faisait, pour dire, je peux encore faire plus merveilleux que ça. Hein. Je m'arrête là parce que ça suffit, mais je peux encore aller bien au-delà et faire quelque chose d'absolument extraordinaire. À côté, vous avez la loge des Capitani des Palladio de Vicenza. Là, je ne sais pas si vous pourrez remarquer, c'est assez difficile, mais tout ce que vous voyez en orange, là, c'est de la brique cuite. La région de Venise, de Vicenza, n'a pas beaucoup de pierres et il faisait tout en argile, en brique, etc. Mais remarquez, vous connaissez la brique. La brique est bonne pour faire des murs à la droite, des murs épais, costauds, beaucoup de terre, etc. C'était pas de concassé, etc. Mais on ne fait pas de dentelle, on ne fait pas de petites colonnettes, etc. Là, Palladio dessine des colonnes qui n'ont aucun sens, parce que l'important là, c'est la masse qui tient. La masse, ça peut avoir n'importe quelle forme. Donc, il déguise une production qui tient par la masse dans un langage architectonique qui tient par des pieds, des poteaux, etc. etc. C'est l'inverse. Entre la matière et le travail de la matière et le dessin de cette matière, il y a un contraste, une opposition absolument radicale. Le dessin trahit les savoir-faire qui est là-dedans. Et ça, c'est très important. Ça, c'est les commencements d'une stratégie productive qui commence à être un peu fétide. C'est les savoir-faire de ceux qui posent des briques, qui font les bâtiments et qui permettent qu'ils tiennent. C'est leur savoir-faire et leur faire qui tiennent tout cela. Palladio, il savait un peu de construire parce qu'il était, dans sa jeunesse, il était travailleur dans le chantier. Mais la majorité des architectes n'ont qu'une expérience du chantier. Et on prend une technique et on la détourne de telle manière que cette technique raconte quelque chose qu'elle n'est pas, quelque chose qui est un faux. Et c'est la manière, de certaine manière, de dire aux travailleurs, vous avez un savoir, là, vous savez bâtir, mais ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est qu'on fasse une architecture feinte complètement, des colonnes, architraves, etc. Et ça. Rien de tout cela ne fonctionne. Hein. C'est pure décoration. Et c'est là qu'on discute. Vous lisez les traités d'architecture de la Renaissance, on décrit des tonnes et des tonnes de papier sur la proportion de la colonne, la proportion du cadrement du socle, etc., etc., les ordres, etc. Pas un mot sur la construction elle-même, pas un mot sur les matériaux, pas un mot sur comment faire ce genre de choses. La production du chantier n'est pas seulement niée, mais elle est étouffée.
Généralement, ici, j'ai pris cet exemple, après, c'était revêtu, ces briques, ne restaient pas apparentes comme elles sont, il est ici. Et dans certains cas, le truc arrive au niveau de ridicule total. Palladio utilisait souvent cela, il faisait par là un brique, un revêtement, et après, le même type qui avait fait le revêtement taillait de fausses pierres dans la brique, etc. C'est faux sur faux sur faux. C'est ça l'architecture du capital, la plus parfaite pour le capital. C'est vraiment le travail, le massacre. Là, vous voyez toutes les briques, etc. C'est horrible de faire ça, parce qu'il faut faire avec des briques carrées, cubiques, etc. Et après, il faut tailler tout ça pour feindre l'arrondi. Divorce, contradiction, opposition entre ce qu'il faut faire, l'ordre du dessin, et comment on le fait. Ces deux choses ne se marient plus, se séparent, et ça permet que les exploités, d'une certaine manière, soient vraiment descendus, humiliés, abaissés, parce qu'on dit votre technique n'intéresse personne. On ne peut pas rentrer en détail ici, mais jusqu'au gothique, il y a encore un reste de savoir-faire ouvrier qui transparaît dans la forme du gothique. Ici, il n'y a plus rien. Et cette architecture naît et apparaît exactement quand le capital rentre dans les chantiers, rentre dans la production architecturale, avec notre fondateur à tous, M. Brunelleschi. La cupole de la Santa Maria del Fiori a été faite et élaborée par Brunelleschi, et c'est le premier qui instaure une manufacture telle qu'il faut, c'est-à-dire en donnant des ordres précis, en cachant le dessin, en ne faisant apparaître rien de ce qui est du fer, mais seulement ce qui est du dessin. Entre parenthèses, une petite observation totalement marginale, cette coupole de Santa Maria del Fiori, qui tous les théoriciens de la Renaissance posent comme l'acte fondateur de l'architecture classique, érige cette coupole comme quelque chose d'extrêmement avancé. Il faut voir Argan, qui a été qui est grand historien de l'archi et qui a été maire de Rome. Quand il parle de cette coupole, elle est violent, mais c'est dans lyrisme, c'est une beauté, ça sort de Florence, ça s'étale par le monde, ça va jusqu'au Japon. C'est la radiation de ces symboles, de cette coupole, qui d'ailleurs est très mal construite. C'est notre patron. Vous savez, cette coupole a été faite un peu comme l'église de Paris, l'église du Sacré-Cœur. Ça fête la défaite des classes populaires. Il y a eu une révolte à Florence contre les manufacturiers, qui existaient déjà dans le tissu surtout. Ils ont même pris le pouvoir pendant une période à Florence. Ils s'appelaient des Ciompi et les ongles-bœufs. Ongles-bœufs, c'était des gens qui travaillaient dans le tissu. Ils utilisaient un liquide bleu et donc ils étaient bleus, quoi, surtout la main et les ongles étaient en permanence bleus. Ces gens-là avaient fait une révolution, avaient pris le pouvoir, mais les Médicis, c'est très, très habile toujours, ils ont repris le pouvoir. Et pour fêter la défaite des travailleurs, on a fait la coupole de Santa Maria del Fiori. C'est symbolique qu'un acte fondateur de l'architecte, les saints patrons de l'architecture, M. Brunelleschi, ait fait l'œuvre inaugurale de l'architecture classique, et que cette œuvre inaugurale soit exactement celle où il y a massacre de travailleurs, il y a humiliation des travailleurs, il y a non-reconnaissance des travailleurs, il y a fête et remerciement à Dieu pour la déroute. Vous savez que le Sacré-Cœur de Paris a été fait aussi dans ce sens. C'est une église qui a été faite après la Commune pour fêter la défaite de la Commune, et comme Dieu a aidé les bons Parisiens à massacrer les travailleurs à Paris en 1871. On peut passer. Il faut passer Gaudi rapidement. Tu peux passer, c'est là. Oui. Là aussi, il y a peu de choses à dire. Tu peux passer. C'est bon. Voilà. Je fais un saut là de 4 siècles. Ça, c'est le Panthéon à Paris, œuvre de M. Soufflot.
Le Panthéon, c'est un moment où, d'une certaine manière, les architectes disent « Merde, on ne peut pas continuer comme ça, on ne sait pas construire, on ne sait pas bâtir, on dessine. » Et ils ont commencé, d'une certaine manière, à repenser la construction et penser d'une manière nouvelle. Et Soufflot, dans le Panthéon, essaye de faire une architecture classique, on le regarde comme ça, mais qui, d'une certaine manière, soit correcte, construite correctement, chose qui est totalement rare en architecture, une construction correcte. Tous les descentes de charges, tout cela était calculé, mesuré, etc. etc. Et il voulait faire une architecture tellement parfaite qu'il n'a pas du tout accepté qu'on puisse voir les joints de pierre, parce que tout ça c'est en pierre, mais ce n'est pas un bloc de pierre, c'est une petite pierre. Alors il a fait de pierre qui, en face, devait coïncider précisément. Or, pour qu'il fasse, ça puisse coïncider parfaitement, il faut que les deux pierres soient coupées et pas s'appuyer vraiment le reste. Il faut que dans la surface. Là, à l'intérieur, il y avait des morceaux de bois, des morceaux de ciment, et ça commençait à craqueler, à tomber en morceaux, notre Panthéon glorieux. C'était au moment où les architectes ont commencé, c'est le début du 19e, ça, fin du 18e, début du 19e, ils ont commencé à vouloir changer l'art de construire et abandonner cette espèce de recours au savoir ouvrier. Cela n'est pas du tout un acte isolé, ça correspond à l'introduction de machines, de premières machines dans l'industrie, et la subordination ne peut plus du tout être seulement formelle, il faut qu'elle soit réelle. Ça veut dire, un bon portugais ou un bon français, ça veut dire qu'on doit dispenser, on doit pouvoir ne plus du tout utiliser le savoir-faire ouvrier, déposséder et éliminer le savoir. On saute vers la fin du 19e, c'est là où il y a l'article qui a été édité par Harvard récemment, et l'invention concrète, c'est à peu près quelque chose du même ordre de ce qui essaye de faire Soufflot là. Ça veut dire comment on va découvrir une manière de construire qui ne soit plus du tout basée sur le travail ouvrier. Parce que ces ouvriers, quand s'ils se mettent à faire grève, nous sommes perdus complètement. Ils ne savent pas quoi faire quand l'ouvrier fait grève parce qu'il n'a pas de manière de substituer, de changer, etc. Les ciments, le glorieux ciment, qui a été surtout élaboré lentement et ça explose à la fin du 19e, c'est lui qui va être chargé de réaliser la subordination réelle du travailleur. Pour un moment, quand il s'agit du béton, il a calcul, il a un savoir-faire, il a des expériences de laboratoire, etc., etc. L'ouvrier ne peut plus du tout assumer et avoir ce savoir qui est réservé aux techniciens du haut niveau. Et du coup, ils perdent complètement cette habilité qu'ils avaient. Elle est détruite. Elle est détruite, je ne dirais pas, ce n'est pas un plan, ce n'est pas volontaire, mais la force des choses amène à que le béton, d'une certaine manière, soit le premier matériau qui n'a pas besoin du savoir-faire ouvrier. Là, toutes les ordres sont donnés, l'ouvrier fait ce qu'il doit faire selon les ordres et les commandements. Et de la même manière qu'à la Renaissance, on salue la coupole comme la naissance de l'architecture classique, on va saluer dans tous les livres d'histoire de l'archi l'invention du béton et l'invention du métal comme une évolution extraordinaire du savoir-faire de la société, et dont les contenus, dont l'essence, dont les messages que ces matériaux apportent, c'est exactement, on peut se passer du savoir qualifié de travailleur. Donc, ce qui signifie, comme il ne passe plus du tout par un cours pour devenir bon maçon, ni cours officiel, ni cours de compagnons, de compagnonnage. Il va coûter moins cher, donc on peut diminuer les salaires, on peut augmenter les profits, et c'est là qu'est caché derrière l'invention de notre cher béton et de notre structure en fer. Vous avez ici à droite ces bâtiments de Le Corbusier, qui lui-même s'appelait le bâtisseur, et il est fanatisé complètement par le béton. Et c'est vraiment une merveille ce qu'il fait. J'ai du mal à parler critiquement de lui, mais il faut parler critiquement quand même.
Vous voyez, il dit qu'il est bâtisseur, qu'il est rationaliste, etc. Et vous voyez ces petits murs en bas où il y a une fente interrompue par quelques dés, comme il appelle, ces petites cales qui sont là. Ça, dans son dessin, on croit qu'il y a un grand mur, là, plein. Il y a un mur en bas, plein, qui s'appuie sur le béton, et il y a une fente. Et pour que cette fente puisse se tenir, ne pas tomber, on met ces petits cales, ces petits dés de béton. C'est totalement faux, parce que derrière, là, au niveau de ces cales, s'il y a un poteau d'un béton soigneusement caché, on passe le revêtement des vents pour qu'on ne regarde plus du tout. Et la structure, c'est des piliers, différents piliers qui croisent et descendent la charge. Et cette forme, cette structure qui est décrite ne correspond du tout à ce qui est construit. Ça veut dire que même les bâtisseurs, même le rationalisme, même l'architecture pensée jusqu'au bout, trompe, ment et nous fait voir ce qui n'est pas là et ne cache ce qui est là. J'ai fini là mon intervention négative. Et là, j'aimerais parler quand même 5 minutes du positif qu'on peut trouver dans tout cela. On croit toujours qu'il pour changer les choses, il faut avoir une cible. Je veux changer ça, je veux faire telle ou telle chose. Ça veut dire, on a un projet mental, politique, etc. On veut faire ceci ou cela, et comment on fait pour y arriver? Or, en général, quand on veut vraiment changer les choses, la procédure est tout à fait autre. Et on découvre, on localise des choses, ça c'est insupportable, on ne veut plus du tout faire ça, on veut faire autrement. Et là, il faut adopter une attitude au lieu d'être positive, je vais aller là, c'est l'inverse qu'il faut faire. Je veux m'écarter de ça, de ce que je n'aime pas, de ce qui est négatif, de ce qui est mauvais, de ce qui humilie, de ce qui détruit. Et c'est cette attitude de négation de ce qu'on ne veut plus du tout qui permet d'avancer. C'est la manière d'avancer de Hegel par négation déterminée. On nie quelque chose qu'on a déterminé comme négatif qu'on ne veut plus. Et de là, on s'écarte. On s'écarte de dos, on avance de dos, sans rétroviseur. On ne sait pas du tout où on va correctement. On va quelque part. On se trompe, le chemin fait comme ça, etc. etc. Et Hegel a 2 ou 3 textes de jeunesse très beaux, montrant comment c'est qu'on fait ce genre de choses. On ne sait pas où on va, mais d'une manière ou d'une autre, s'écartant de ce qu'on ne veut pas, on avance quand même dans une certaine direction, d'une manière pas mathématique, mais on avance, jusqu'au moment où on dit Eureka, ce qu'il faut faire, c'est telle autre chose. Et c'est aussi, curieusement, le chemin de Marx quand il parle de la révolution. La révolution, on croit toujours que le communisme, c'est une série d'articles, on va faire ceci, cela. Et pour un programme positif, il dit pas du tout. Les programmes de la révolution, c'est de localiser aujourd'hui ce qu'on ne veut pas et essayer de trouver des solutions autres qui ne sont pas celles du système pour ce qui est déjà là. La révolution, c'est merveilleux, ça j'adore, elle commence aujourd'hui. Elle ne va pas commencer demain ou après-demain, ni dans 6 mois. Si on adopte ce genre d'attitude correctement. Pour finir, j'ai déjà parlé trop, je crois, mais pour finir, je dis, il y a des groupes, ces groupes que je t'ai dit que j'aimerais qu'ils viennent là, dans la Biennale d'Orléans. Il y a pas mal de groupes en Amérique latine de jeunes étudiants, c'est général composé par de jeunes et de vieux têtus comme moi, qui commencent à faire ce genre de choses. Ils prennent les gens les plus misérables, les gens qui n'ont rien, et qui quand même, il faut qu'ils habitent, ils ont des enfants, il y a la pluie, il y a le froid, il y a la chaleur, je ne sais pas quoi. Et avec ces gens qui théoriquement, ne pourront jamais avoir un appartement, une maison, ils commencent dans un processus qui est l'antiproductivité par excellence. C'est des chantiers qui durent 10, 12 ans, parce qu'il faut d'abord réunir ces gens. Deuxièmement,
trouver un local, un terrain qui ne soit pas occupé. Dans la Constitution brésilienne, il s'est dit que tous les terrains qui ne sont pas occupés d'une manière productive ou quelconque doivent être pris par le gouvernement pour faire des travaux sociaux de ce terrain. Donc ils localisent, ils occupent, et la police vient les vire, ils sortent, la police sort, ils reviennent, etc. Et ça, c'est fait pendant des années et des années et des années. Jusqu'au moment que le gouvernement, ayant ras-le-bol, dit voilà, prends ce terrain. Ils prennent, ils signent, ils sont propriétaires collectivement, j'avais individuellement, de ce terrain. Là commence deuxième étape. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y a un processus de projetation qui est merveilleux. Les gens se réunissent, tous, hommes, femmes, enfants, et ils expriment, disent ce qu'ils veulent, comment ils rêvent leur maison, etc., etc. Et les architectes n'arrivent pas avec un papier dessiné d'un projet, mais au contraire, avec eux, petit à petit, ils élaborent un projet de dessin, avec même pas de dessin. Les gens ne savent pas dessiner ni lire de dessin, mais des maquettes, de matériaux comme ça. Définissent ensuite un projet qui forcément va se modifier après dans la production. Étape suivante, matériaux. Comment on va réussir à avoir des matériaux et comment sur les autres processus pour réussir les matériaux, réussir des outils de travail, etc. Tout cela, ces architectes accompagnent depuis le départ. Et ça forme ce qui est l'essence d'ancien, le premier moment de la construction que je vous ai parlé, de la coopération simple. C'est des groupes de gens qui travaillent ensemble avec toutes les compétences qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas. Mais travaillent ensemble, collaborent ensemble, sont solidaires dans la lutte. Et tout le temps, tout est collectif. Généralement, ces chantiers commencent par faire une énorme salle, qui est la salle collective où c'est restaurant, c'est crèche, c'est la salle de réunion, c'est tout en même temps, c'est une polyvalence totale. C'est le premier signe d'occupation du terrain. Après 10, 12 années de travail de cela, ils arrivent à des choses que vous ne pouvez pas imaginer, la merveille que ça donne. Le gouvernement, les logements populaires que le gouvernement fait n'ont rien, mais rien à voir avec ce que ces gens-là font, au point de vue de qualité, des espaces. Et ensuite, ça crée une solidarité, ça crée un travail collectif, comme disait Marx, une espèce de solidarité de ces gens qui est merveilleuse. On était cette année, au mois de septembre, en Argentine, pour un congrès de ce genre de travail qui est fait par des jeunes en Amérique latine, et c'est une merveille. C'est une merveille. Partout, des choses qu'ils font, ce processus lent, ce processus vraiment d'investissement total dans ces genres de choses. Et ça, il y en a plein, étalés, éparpillés par l'Amérique latine et ailleurs. Au Brésil, il y en a ces groupes que je suis de très près, l'usine, que j'adore. Et là, on voit qu'une autre architecture est possible, qu'une autre architecture absolument merveilleuse peut être réalisée si on change ce qui est l'éthique professionnelle, c'est l'éthique de patron, l'équipe de gagnants d'aujourd'hui. Il faut adopter, et c'est là que c'est important, cette autre éthique, l'éthique du chantier, de gens, de collaborateurs, ces gens qui sont reconnus, qui sont acceptés, qui sont invités à collaborer, à participer, etc. Les jeunes qui sont formés dans ces chantiers produisent des choses que vous ne pouvez pas imaginer. J'espère qu'on va montrer un tout petit peu de ce travail à Orléans, parce que ça vaut la peine. Parce que ma noirceur critique que j'ai et que je défends, et que je continuerai à faire jusqu'au bout. Et elle a un autre composant, qui est le composant blanc, lumineux, clair, positif. Il y a une autre architecture possible, et elle est déjà en train d'être faite par ces gens qui profitent des endroits que le système n'est pas intéressé, qui s'occupent des gens qui n'ont pas de maison, ne payent pas de lumière, ne payent pas de taxes, ne payent pas du carbone, rien du tout. Ça n'intéresse personne, ces gens qui crèvent. C'est là, dans ces trous de la société, dans ces endroits de béance de la société, que ces gens vont chercher ce qu'il faut faire autrement. Merci.